Ok, alors le but de cette partie, c'est de formaliser les raisonnements par induction. Bon, à vrai dire, ce qu'on va faire, c'est formaliser ce dont on aura besoin pour définir du calcul propositionnel. Et en réalité, vous pouvez aller directement regarder la dernière vidéo qui définit le calcul propositionnel et qui utilise les résultats de cette partie, et je crois que vous comprendriez ce que je veux dire et ce que l'on veut dire. Mais si on veut faire les choses proprement pour la suite de ce cours, j'ai besoin de faire les choses proprement sur ce qui concerne une définition inductive et des raisonnements inductifs. Donc c'est ce que je fais ici dans cette vidéo. Ok, donc ça peut paraître parfois inutilement technique, c'est pas faux, mais j'ai besoin de ça pour la suite. Ok, donc on va parler de récursivité et d'induction, et à vrai dire, l'induction, la preuve par induction, c'est quelque chose qui généralise les définitions et les preuves de récurrence, donc les définitions récursives. Donc la preuve par induction généralise la preuve par récurrence, c'est ça l'idée. Et juste pour dire, l'induction, elle est implicitement présente partout en informatique. Donc en Java ou dans votre langage préféré, quand vous commencez à définir un objet comme les listes, on va le définir de cette façon-là. Donc on va définir une classe liste à partir d'une classe liste. Donc c'est typiquement une définition inductive, si vous voulez, récursive. Donc dans les langages de programmation, il y a beaucoup de constructions inductives. Et pour un informaticien, je peux dire que si vous voulez définir ce que c'est que les entiers pairs, ben, on peut le définir comme ça, c'est le plus petit ensemble qui contient 0, et tel que si n est pair, alors n plus 2 est pair. Alors à chaque fois, c'est plus petit pour l'inclusion. Et pourquoi j'ai besoin de dire le plus petit? Parce que, évidemment, les entiers vérifient cette propriété. 0 est un entier, et si n est un entier, alors n plus 2 est un entier. Par contre, l'ensemble des entiers pairs, c'est le plus petit qui vérifie cette propriété. Donc ça, c'est aussi une définition inductive. Et on va donner l'exemple. En fait, tout ça, ce sera pour définir le calcul, les expressions, les formules propositionnelles de façon inductive. Et donc, encore une fois, je crois que ça aide de faire l'analogie avec les expressions arithmétiques. Donc, l'ensemble des expressions arithmétiques, c'est le plus petit ensemble qui contient les entiers. Et tel que si G et D sont des expressions arithmétiques, alors leur somme, leur différence, leur produit, leur quotient, ou parenthèse G, parenthèse, où G est une expression arithmétique, sont des expressions arithmétiques. Donc tout ça, ce sont des définitions inductives, et ce qui suit vise à donner un sens formel à des concepts comme celui-là. Donc qu'est-ce qu'une définition inductive? Typiquement, ça consiste à définir une partie d'un ensemble, grand X, en disant qu'on se donne la donnée explicite de certains éléments, donc ce qu'on appelle les éléments de base, on dit que ceux-ci sont déjà dans grand X, et on se donne des règles qui permettent de construire des nouveaux éléments à partir d'éléments qui sont déjà dans X. Donc c'est ce qu'on appelle des étapes inductives. Donc par exemple, mes entiers pairs, on a dit que 0 était pair, si n est pair, alors n plus 2 est pair. Ça, c'est une notation pour une définition inductive. Autre exemple, l'ensemble des entiers non nuls écrits en base 10, dont j'avais parlé dans la vidéo qui précédait, c'est le langage qui dit que A est dans cet ensemble pour A qui est le symbole 1, 2, 3 jusqu'à 9, mais pas 0. Et si G est dans cet ensemble, alors G concaténé avec A est aussi dans cet ensemble. Donc encore une fois, c'est une définition inductive. Et pourquoi est-ce que j'ai le droit de parler d'objets définis inductivement? À cause de ce théorème, qu'on appelle le premier théorème du point fixe, parfois, qui dit qu'à chaque fois que j'ai une définition inductive, alors je définis bien un plus petit ensemble qui vérifie cette définition. Pour dire ça plus clairement, donc pour une définition inductive, formellement, je me donne un ensemble d'éléments de base, B, et un ensemble de règles. Chaque règle, RI, a un certain nombre d'arguments, NI, et étant donné donc NI éléments dans l'ensemble, produit un nouvel élément dans l'ensemble.
Alors, les exemples seront plus clairs que cette formalisation, mais voilà. Donc, ce que dit mon théorème, c'est que quand j'ai une définition inductive, il y a bien un plus petit ensemble qui contient B et qui est stable par les règles de R. Donc, pour chaque règle, si jamais j'ai x1, xn, i qui est dans X, alors l'objet que j'obtiens en appliquant la règle à x1, xn est bien dans l'ensemble. Et on dit dans ce cas que l'ensemble est défini inductivement. Alors pourquoi ce théorème est vrai? En fait, la preuve est frustrante parce que vous considérez l'ensemble qui est constitué de l'intersection des y appartenant à f, où f est l'ensemble des y qui satisfont mes deux propriétés. Donc, ils contiennent B et ils sont stables par les règles. Cette intersection-là n'est pas vide parce que parmi grand F, parmi les Y, il y a au moins l'ensemble grand E tout entier. C'est clair qu'il contient B et qu'il est stable par mes règles de formation. Maintenant, si je prends cette intersection, c'est exactement l'ensemble recherché, puisqu'il va satisfaire de contenir B et d'être stable par chaque règle de formation. C'est facile à vérifier. Et c'est bien le plus petit, parce que si j'ai un ensemble qui est plus petit que lui par inclusion, il serait dans mon intersection, et donc X serait inclus dans B. Bon, ok. Donc le théorème du point fixe me permet de définir des objets inductivement, et je ne vais pas m'en priver, et on le fait quasi systématiquement. Et du coup, on a des notations qui reviennent souvent en informatique pour noter les définitions inductives quand on a un peu de logique. C'est cette notation avec des traits horizontaux. Donc l'idée est bête, c'est que ce trait, c'est une déduction. Ce qui est en haut, ce sont des hypothèses. Et ce qui est en bas, c'est ce qu'on a déduit. Donc une règle de déduction peut se noter comme ça. Ça veut dire que B est inclus dans X sans hypothèse. Donc c'est un axiome. Les éléments de B sont dans X. Et la règle qui dit que si x1 est dans x, x2 est dans x, xni est dans x, alors ce que j'obtiens en appliquant la règle est dans x. Donc exemple, la définition inductive des entiers pairs précédentes peut s'écrire en disant que 0 est dans x, et si n est dans x, n plus 1 est dans x. N plus 2 est dans x, c'est l'ensemble des entiers pairs. Donc les entiers pairs, c'est 0 est pair, et si n est pair, alors n plus 2 est pair. Et là, par contre, l'ensemble qui est défini par ces deux règles, qui dit que 0 est dans x, si n est dans x, alors n plus 1 est dans x, eh bien c'est l'ensemble des entiers, c'est l'ensemble n tout entier, de tous les entiers. Alors, une fois qu'on a une définition inductive, on peut faire des preuves par induction. Ce qu'on appelle une preuve par induction, c'est l'application du théorème qui suit. Si j'ai un ensemble X qui est défini de façon inductive, et si j'ai une propriété des éléments de E, si jamais cette propriété est vraie pour les éléments de base et qu'elle est préservée par les règles de formation, alors elle est vraie pour tous les éléments de mon ensemble X défini inductivement. C'est ce que dit ce théorème. Si P, la propriété est vraie pour chaque élément de base, si elle est vraie en x1, xn, ça implique qu'elle est vraie en ce que je forme à partir de la règle R, à partir de xn, xn pour chaque règle, alors elle est vraie pour chaque élément de grand X. Pourquoi? C'est parce que si vous considérez l'ensemble des éléments qui vérifient le prédicat, il contient B, et il est stable par le règle de R, donc il contient le plus petit ensemble qui contient B, qui est stable par les règles de R. Donc, exemple d'application qu'on ne va pas faire, mais que vous pouvez essayer de faire, montrer que tout mot de l'arithme, défini précédemment, a autant de parenthèses fermantes qu'ouvrantes. Donc on montre ça sur les éléments de base et sur chaque règle de formation. On peut faire un certain nombre d'exercices. D'ailleurs, vous avez des exercices dans le polycopier dont certains sont corrigés. Alors,
Mon premier théorème de point fixe est assez frustrant parce qu'il dit qu'on définit un ensemble mais il ne vous dit pas ce qu'il y a dedans. Alors c'est pour ça qu'on peut chercher à être plus explicite et observer que chaque ensemble qu'on définit implicitement à partir de B et des règles R, c'est aussi exactement ce que l'on obtient en partant de B et en construisant de façon systématique tout ce que l'on peut obtenir en appliquant les règles de R. Autrement dit, chaque ensemble défini implicitement à partir de l'ensemble de base B et des règles R s'écrit aussi comme l'union des xn, où x0 vaut B, et xn plus 1, c'est tout ce que j'avais déjà, donc xn, union, tout ce que j'obtiens en partant du niveau n et en appliquant une certaine règle. Donc tout élément de x obtenu en partant d'éléments de B en appliquant un nombre de fini fois les règles contenant de nouveaux éléments. C'est exactement l'ensemble X. Alors pour vérifier ça, il suffit de se convaincre qu'il contient B et que c'est le plus petit ensemble qui est stable par les règles de R. Alors, cette façon de construire l'ensemble, on peut dire que c'est une façon par le bas, par opposition à ma preuve de tout à l'heure qui était par le haut, où en fait je faisais l'intersection de toutes les solutions. Donc cette caractérisation invite à chercher à garder la trace de comment on a construit chaque élément et en appliquant les règles. Donc par exemple, pour une expression arithmétique, 1 plus 2 plus 3 est une expression arithmétique. Alors pourquoi? On va utiliser ma notation avec des traits horizontaux, puisque j'ai la déduction suivante. 1 est une expression arithmétique, c'est le cas de base. 2 est une expression arithmétique, c'est un cas de base. Donc pas d'hypothèse, c'est conclusion. Puisque 1 est une expression arithmétique, 2 est une expression arithmétique, je sais que 1 plus 2 est une expression arithmétique. Je sais aussi que 3 est une expression arithmétique, c'est un cas de base, sans hypothèse. Du fait que j'ai déduit que 1 plus 2 était une expression arithmétique, que 3 est une expression arithmétique, je sais donc que leur somme est une expression arithmétique. Donc on se rend compte qu'on a une preuve que 1 plus 2 plus 3 est une expression arithmétique. Et en fait, cette notation me permet de garder la trace de comment j'ai obtenu la déduction que 1 plus 2 plus 3 était une expression arithmétique. Bon. Alors là, on se rend compte que en fait, ce n'est pas la seule preuve possible et que en fait, ma définition d'expression arithmétique de tout à l'heure est ambiguë. Donc on dit qu'une définition inductive est non ambiguë s'il n'y a qu'une seule façon de construire chaque élément de X. Là, ce n'est pas le cas. Vous pouvez construire de plusieurs façons 1 plus 2 plus 3. Donc un exemple d'autres définitions. Donc c'est ambigu, pourquoi? Parce que voici une autre preuve que 1 plus 2 plus 3 est une expression arithmétique. 1 est une expression arithmétique et 2 plus 3 est une expression arithmétique. Donc 1 plus 2 plus 3 est aussi une expression arithmétique. En fait, c'est ambigu parce que, bêtement, vous ne précisez pas l'ordre dans lequel les opérations sont à effectuer. Donc si je voulais qu'elle soit non ambiguë, il faudrait que j'utilise des parenthèses qui me permettraient de fixer la façon dont je construis mes expressions arithmétiques. Donc, un autre exemple d'expression de définition ambiguë, eh bien là je définis une partie de n au carré, en fait n au carré, en disant que 0, 0 est dans l'ensemble, et si j'ai nm dans l'ensemble, alors je peux obtenir l'élément que j'obtiens en allant à droite, et obtenir l'élément que j'obtiens en allant à gauche. Donc si je fais ça, c'est ambigu, puisque en allant vers le pardon, c'est à droite et vers le haut. En allant à droite et vers le haut, je tombe sur le même élément que si je vais vers le haut et à droite. Donc c'est ambigu. Alors, quand une définition n'est pas ambiguë, je peux définir des fonctions inductivement sur cet ensemble. Donc, si je considère un ensemble défini à partir des éléments de la base B et de règles R,
qui n'est pas ambigu, et si j'ai un ensemble grand Y, pour que mon application de x dans y soit parfaitement définie, il suffit de se donner la valeur de la fonction pour les éléments de base et pour la valeur de f de x à partir de la valeur de x1 et de x2 jusqu'à xni pour chaque règle. Si ma définition n'est pas ambiguë, ce qui se passe, c'est que pour chaque élément de l'ensemble X, j'ai qu'une seule façon de le construire, et donc, si je me suis donné ma définition de façon inductive comme ça, j'aurai qu'une seule façon possible de définir f de x. Donc, j'aurai défini ma fonction de façon non ambiguë. Alors, tout ça à tête reposée, c'est en fait assez formel pour dire des choses assez évidentes. Donc, par exemple, là, j'ai dit que les entiers, ça pouvait se définir par le fait que 0 est un entier, et que si n est un entier, alors n plus 1 est un entier. Du coup, je peux définir la fonction factorielle, parce que je vais définir que la factorielle de 0, c'est 1, et la factorielle de n plus 1, c'est le produit de la factorielle de n multiplié par n plus 1. Je suis exactement dans le cas d'application de mon théorème précédent, une définition inductive. Et ça marche bien, parce que la définition de n, en disant que 0 est un entier, et que si n est un entier, alors n plus 1 est un entier, est non ambiguë. Autre exemple, pour les entiers écrits en base 10, ben je peux définir leur valeur en disant que la valeur de A, c'est A, pour les quand c'est de 1 à 9, et quand j'ai G composé avec A, enfin G concaténé avec A, c'est 10 fois la valeur de H de G plus A. Ça, c'est aussi un exemple de définition inductive. Et ce que vous allez faire en petite classe mercredi, c'est de montrer qu'on peut définir plein de choses de façon inductive, les fonctions primitives récursives. On arrête là, et toute cette théorie, encore une fois, elle sert à donner un sens formel aux définitions inductives et aux fonctions définies inductivement, et elle va servir dans la dernière vidéo à définir le calcul propositionnel de façon formelle et sans ambiguïté. Merci de votre attention.